Merci donc à vous toutes et à vous tous de votre présence, dont je parle en tant que directeur de la maison Elsa Triolet à Aragon, puisque cette maison des deux écrivains située dans les Yvelines, à Saint-Arnaud en Yvelines, a l'habitude d'organiser des conférences hors les murs, donc à Paris, et nous avions prévu l'an passé, et nous en étions très heureux, et je les remercie beaucoup, d'avoir une de nos séances hors les murs cette année, pour la première fois, à la Maison du Geste et de l'Image, ce beau lieu que vous connaissez peut-être, vous découvrez, je sais. Donc merci à l'équipe qui nous accueille, merci à Marie Stutz, la directrice, de nous accueillir ici, parce qu'on avait prévu d'organiser un cycle pour le centenaire du surréalisme autour de Aragon, quand même, ça s'imposait un peu, et cette question surréaliste. Donc on a eu la première séance en janvier à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, centrée sur la littérature, et en particulier sur Une vague de rêve, vous savez, une sorte de manifeste poétique, d'art poétique surréaliste en quelque sorte, qui devance de quelques semaines le manifeste du surréalisme, même si on n'a pas tout à fait l'ampleur, donc en 1924. C'est la première rencontre. On a fait une deuxième rencontre aux Arts Déco autour, donc Aragon et la peinture surréaliste. Et là, on termine notre cycle en beauté avec la photographie et le cinéma, donc une rencontre qui se termine avec deux arts, donc la photographie et le cinéma. Et on le fait avec Damaris Amao, qui est docteur en histoire de la photographie et qui travaille dans une maison toute proche, donc au centre Pompidou, et Valérie Villot, qui est professeure en histoire du cinéma à l'université de Caen, un peu plus loin, et qui nous fait le plaisir, elle aussi, d'être parmi nous ce soir. Signaler peut-être que parmi les publications qui sont les leurs, qui sont nombreuses, j'en signale deux. D'abord, le travail auquel a contribué et collaboré très directement, je vois que vous l'avez apporté, Damaris Amao, avec Clément Chirou, donc la photographie art de classe. C'était une belle exposition qui avait... Il était déjà là. Il était là en pensée au tout Il a début. initié. Qui avait donc eu lieu à côté, d'accord. Et d'une part, et d'autre part, donc Valérie Vigneault qui vient de publier une biographie de quelqu'un dont on va être amené à parler pas mal ce soir, qui est Georges Sadoul, donc une figure importante évidemment de cet univers du surréalisme, du cinéma, de l'histoire du cinéma. Bien, et bien donc, je vous laisse entre leurs mains, et merci à vous de votre présence, et merci encore à la Maison du Geste et de l'Image de nous accueillir. Voilà. Merci à toi. Je prolonge les remerciements. Donc, merci à la Maison Elsa Triolet à Lia Aragon de nous accueillir. Merci à la Maison du Geste et de l'Image. Et puis, merci à vous d'être également présents ce soir. Donc, on a organisé notre propos en 4 temps. Si je ne me trompe pas, il y en a 4. Et on a entrecoupé, c'est-à-dire à chaque fois la photographie d'abord et puis le cinéma après. Donc, je vous donne juste un petit peu les têtes de chapitre, comme ça, vous voyez comment on va fonctionner. Donc, tout d'abord, on va introduire ce qui nous a amené à prendre la parole ce soir auprès de vous. Donc, une première introduction. Ensuite, on envisagera le surréalisme du point de vue de l'imaginaire, des représentations qui mettent en scène l'imaginaire. Ensuite, on suit à peu près la chronologie, donc les années 20, les années 30 avec les questions d'engagement politique. Damaris fera un petit focus sur le photomontage et on terminera par des éléments qui pensent le surréalisme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour un chapitre qui s'intitule « Permanence de l'esprit surréaliste ». Voilà. Donc on a découpé notre intervention en photographie, cinéma et en 4 temps. Donc je laisse la parole à Damaris. Merci à tous et à toutes d'être là. Donc peut-être pour rebondir sur la présentation qu'a faite Guillaume, donc je suis là en voisine et je travaille au Centre Pompidou en tant qu'attachée de conservation au cabinet de la photo et j'ai particulièrement collaboré à l'exposition Le surréalisme d'abord et toujours en accompagnant, je crois que vous avez reçu Marie Sarré et Didier Ottinger il y a quelques semaines qui vous ont présenté l'exposition et moi je les ai accompagnés dans la sélection des photographies qui, comme vous avez pu voir dans l'exposition, si ça marche. Je remets juste quelques images quelques
l'exposition pour se rafraîchir et peut-être que vous vous rappelez de ces moments, à la fois voilà, de ces petites chambres photographiques qu'il y avait pu avoir entre des moments dédiés au travail de Dora Maar, d'autres à Brassailles par exemple. Et donc l'idée c'était avec Didier Ottinger et Marie Sarré en commissaire principal, c'était finalement de répondre à leur thématique, leur 13 thématiques qui organisent l'exposition et donc toujours dans ce désir d'interdisciplinarité qui est propre au Centre Pompidou et avec cette idée plutôt d'intégrer des icônes de la photographie surréaliste qui sont censées finalement répondre et s'intégrer aux icônes picturales et aux problématiques telles qu'ils ont pu poser pour le surréalisme. Donc c'est bien sûr Man Ray l'automatisme avec le photogramme, Raoul Ubach avec la question de la chimie et de la métamorphose, Brassailles avec la poétique de la nuit, Léros à travers l'œuvre de Belmer ou le violon d'Inde, et puis plus particulièrement avec le travail de Dora Maar, auquel on a dédié un focus particulier puisqu'il est dans l'historiographie de la photographie et du surréalisme. C'est un travail exemplaire de ce que peut être le surréalisme en photographie. Du moins, on peut le discuter. Et la dernière grande expo surréaliste, on peut dire qu'elle date de 2002, mais il faut peut-être quand même rappeler que les liens entre le surréalisme et la photographie au sein du Centre Pompidou, c'est une plus longue histoire, notamment au sein de l'institution. C'est une histoire qui commence finalement près de 40 ans, en 85, avec l'exposition Explosante fixe, qui faisait un peu l'état des lieux, ou comment dire, l'état en exposition, mais l'état de la recherche depuis plus de 10 ans, à partir des années 70. Fin des années 70, on a vraiment une sorte de regain historiographique où on a commencé à s'intéresser à la photographie, les liens entre la photographie et le surréalisme. C'est le travail notamment très important de Rosalind Krauss, avec Explosante, avec son texte notamment qui a été à la naissance d'expositions Explosante fixe, mais aussi des travaux comme Michel Jagger autour de la photographie chambre noire. Ce sont des ouvrages à la fin des années 70 qui vont qui vont mettre cette thématique au jour. Et dans les collections du centre, finalement, la collection du Centre Pompidou, elle s'est structurée autour des grands fonds de cette question du surréalisme et de ces grands fonds. Dora Maar, Man Ray, Brassailles, Élie Lothar sont entre guillemets les grands noms du surréalisme qu'on retrouve dans la collection. Et dès les années 80, début des années 90, la collection elle s'est construite autour de ces grands pôles, qui fait qu'aujourd'hui on est une des collections de référence sur le sujet. Donc des grandes expositions interdisciplinaires sur le surréalisme, mais un dialogue très intime, matériel, avec la production et l'atelier, les négatifs de Man Ray ou le travail de Dora Maar, mais aussi à travers des expositions depuis 85 et puis des monographies plus récentes comme alors j'oublie pas la subversion des images en 2009-2010 avec Clément Chéreau et Quentin Bajac et deux autres co-commissaires du milieu universitaire, et puis depuis des monographies Dora Maar, Brassailles et Élie Lothar qui consacrent un peu cette attention particulière que nous portons entre les liens entre photographie et surréalisme. Alors, pour ce qui est du cinéma, donc, mon intérêt pour les relations entre cinéma et surréalisme, elle découle du travail que j'ai accompli sur Georges Sadoul, comme l'a indiqué en préambule Guillaume. Donc effectivement, j'ai consacré une monographie à Sadoul. Je me suis donc attachée à toute la période qui constitue donc son existence, c'est-à-dire 1904-1967. Et s'il avait été un surréaliste convaincu, il est aussi à l'origine de la rupture entre Aragon et Breton. Enfin, en tous les cas, il fait partie des surréalistes qui ont rompu avec Breton à la suite d'un engagement plus fort, un engagement politique plus fort à partir de 1932.
Alors, dans le cadre de ce travail, j'ai été amenée à réfléchir la question donc, des relations entre cinéma et surréalisme et surtout à me rendre compte que si on connaissait un certain nombre de textes majeurs, hein, par exemple ce texte de Aragon du décor paru en 1918 dans la revue Louis de Luc, le film, il y avait effectivement un grand nombre de textes qui commençaient à émerger, auxquels on avait plus facilement accès grâce effectivement à la numérisation des périodiques surtout, et on pouvait se rendre compte que contrairement à ce qui était dit dans la plupart des histoires du cinéma, ou même et jusqu'à encore aujourd'hui où on considère que les relations entre cinéma et surréalisme peuvent se limiter à une dizaine de titres, hein, Man Ray, Buñuel, et encore aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on trouve le plus souvent écrit. À ces films s'ajoute une production de textes extrêmement volumineuse, dont certains ont été rassemblés en anthologie, mais en tous les cas pas de manière exhaustive, puisque la plupart des surréalistes ont eu une activité de critique cinématographique, ce qui est quand même assez curieux, puisqu'ils auraient pu être critiques d'art ou autre, de critiques de cinéma. Pour vous donner quelques exemples, Philippe Soupeau écrit la rubrique cinématographique dans l'Europe nouvelle. Benjamin Perret a été critique cinématographique de l'humanité. Robert Desnos a été critique cinématographique également pour Le Soir. Donc on peut effectivement considérer qu'il y a tout ce corpus de textes qui pour l'instant peut émerger, en tout cas dans sa totalité. Il y a tout un travail qui a été fait, qu'il faut souligner, sur ce qu'on appelle le cinéma invisible, c'est-à-dire les projets de films des surréalistes, les scénarios, et qui pour certains sont conservés dans les fonds, dans les archives, qui là aussi connaissent une période aujourd'hui d'édition. Alors, les rapports entre le cinéma et le surréalisme, donc les films certes, il y a tous ces textes critiques qu'il faudrait envisager également. Et puis, surtout, on peut se rendre compte qu'il y a une sorte de scission au sein du surréalisme entre justement ceux qui sont restés très proches de Breton et ceux qui en sont partis, et en particulier autour de la rue du Château. Hein. La rue du Château, vous le savez, c'était le lieu, l'adresse où résidait Prévert. Et la rue du Château, une fois que Prévert et Marcel Duhamel partiront pour vivre en couple ailleurs, la rue du Château sera reprise par Georges Sadoul. Et Georges Sadoul fréquentait, c'est ce qu'il raconte, il fréquentait de manière très assidue cette deuxième adresse, donc il dit une seconde centrale du surréalisme, qui est la rue du Château, et ce qu'il raconte des moments qu'il passe là avec les habitants de la rue du Château, donc avant que lui-même reprenne le bail, c'est des soirées où ils parlent cinéma. Hein. Ils sont tous passionnés de cinéma, donc on connaît bien sûr, donc là j'ai indiqué, j'ai mis Prévert en photographie. Les soirées, il y a une espèce de jeu entre eux où il cite un des crimes commis par le maître de l'effroi, donc par Fantomas, et il faut absolument retrouver le numéro l'épisode dans lequel ce meurtre a été commis. Et il y a, en tout cas dans la rue du Château, ce goût des cultures populaires, et c'est donc pour ça que j'ai associé ce périodique Mon Camarade, dont le rédacteur en chef est Georges Sadoul, et où il signe dans ce périodique sous pseudonyme, il s'appelle R, on ne sait pas quel est le prénom qui va derrière ce R, du Château. Hein. Donc vraiment, Sadoul a inscrit tout son travail sur la littérature de jeunesse, ou en tout cas sur la culture populaire, dans le sillage de cette seconde centrale surréaliste qui était occupée par Prévert. Alors, quand il reprend le bail, là, effectivement, ce sont donc des photographies de Man Ray qui servent à illustrer ce numéro de la revue Variété, revue belge, de 1929, où on voit, donc Sadoul le décrit dans ses témoignages, mais là où on voit preuve par l'image, la façon dont ils vivaient, la façon dont ils avaient décoré le lieu. Hein, et cette réflexion donc, sur différents pôles du surréalisme, elle m'est amenée donc, effectivement à envisager le fait que peut-être ne nous limitons pas qu'au film, intégrons les critiques, intégrons aussi les photographies qui sont en lien avec le cinéma. Et le troisième élément de réflexion qui m'a semblé intéressant, donc,
et qui est aussi, dont parle un peu aussi cette présentation, c'est on a considéré qu'effectivement il y avait les membres officiels du surréalisme, hein, Breton et ceux qu'il a inclus, puis ceux qu'il a exclus. Et on trouve dans certains textes une distinction entre les groupes et le mouvement surréaliste. Et la question se pose justement par rapport à Aragon et Sadoul qui ont été, enfin en tout cas qui ont rompu avec Breton. À partir du moment où ils ont rompu, cessent-ils d'être surréalistes? Et la question se pose justement, puisque par exemple, donc là on voit la première photo de groupe, hein, avec le groupe tel qu'il est constitué dans les années 20, hein, donc Sadoul est en bas, hein, on voit Prévert ici, donc toutes les personnalités qui vont après rompre avec le surréalisme, alors que dans ce dessin de 1950, qui est un dessin de Maurice Henry était membre du Grand Jeu, mais aussi dans le sillage du surréalisme. Donc c'est un numéro de la revue Nef, dédié au surréalisme, où il représente comme ça, donc non plus le groupe, mais le mouvement. Et dans ce mouvement, effectivement, on va retrouver un certain nombre de personnalités qui en ont été exclues, alors qu'on est en 1950. Donc la question que je me suis posée, c'est effectivement, certes, il y a le groupe proche de Breton, mais ce qui a été leur curiosité, en tous les cas, leur appétence pour des formes artistiques, culturelles, qui sont celles du début du XXe siècle, je ne pense pas qu'à partir du moment où ils ont rompu avec Breton, ils aient abandonné, en tous les cas, ce qui les avait réunis alors. Et c'est ce qui me permet, et vous le verrez par la suite, à aller au-delà de considérer qu'il n'y a pas simplement 10 films surréalistes, mais qu'il y a effectivement une relation avec le cinéma qui s'étend sur toute la période qui est en général considérée, et qui en général est bornée par la publication du manifeste en 1924 et la mort de Breton en 1966. Donc moi, je m'intéresse vraiment à cette relation sur une période plus étendue. Donc voilà donc nos introductions. Une première partie. Voilà, partie. On va avancer un petit peu plus. Je voulais rappeler cette citation d'Aragon: le vice appelé surréalisme est l'emploi déréglé et passionnel du stupéfiant image, ou plutôt de la provocation sans contrôle de l'image pour elle-même et pour ce qu'elle entraîne dans le domaine de la représentation, de perturbations imprévisibles et de métamorphoses, car chaque image, à chaque coup de force, à chaque coup de force à réviser tout l'univers, dans le Paysan de Paris en 1926. Un peu comme dans le champ du cinéma, en photographie, on prend en compte aussi bien sûr les photographies en elles-mêmes, mais aussi toutes ces citations qui sont éclairantes et qui manifestent de ce goût des surréalistes pour l'image, pour la photographie en particulier, pour le cinéma. Et cette phrase d'Aragon, elle revient assez régulièrement dans les études sur le surréalisme ou dans les expositions. Paradoxalement, Aragon, en refaisant pour l'exercice aujourd'hui, en essayant de retrouver les traces des liens d'Aragon avec la photographie. Alors bien sûr, j'ai retrouvé dans l'anthologie sur la subversion des images ce fameux texte du décor, mais c'était plus difficile de trouver pour la période des années 20, on va dire, de véritables textes ou de critiques ou de manifestations de son engagement en direct pour la photographie, alors qu'il y a des indices, alors comme pour faire la transition avec le photomontage que tu montrais, je ne vois pas la femme cachée dans la forêt, c'est un autre photomaton qui a peut-être dû être fait à la même période. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez aussi dans l'exposition surréaliste, il y a tout un corridor de photomatons qui est voilà, cette photographie sans appareil, sans auteur, qui peut être une manifestation de la machine automatique, telle que dans les années 20, les surréalistes le fétichisaient un peu. Et ici, il y a quelques signes on voit qu'Aragon a joué avec la photographie. Et par exemple, le Paysan de Paris en 1926, qui est donc cette déambulation une déambulation, cette flânerie dans la rue, aurait pu être le prétexte à inclure, par exemple, de la photographie. Il y a des descriptions qui sont finalement très photographiques. Et finalement, dans ces années 20, peut-être que
vous allez peut-être me démentir, vous avez d'autres exemples, et il n'y a pas de manifestation, de lien entre Aragon et la photographie à ce moment-là, et qui peut-être pose déjà un petit peu les tensions qu'il y a entre Breton et Aragon à ce moment-là, dans le sens où quand on pense aux paysans de Paris, on se demande pourquoi il n'a pas lui-même inclus, au lieu de décrire ces rues de Paris, pourquoi n'a-t-il pas inclus comme Nadja? Je vais dire une réponse peut-être. Non. Pourquoi n'a-t-il pas inclus comme dans Nadja des photographies de ces espaces parisiens? Donc ici, je vous montre juste parce que c'est l'occasion d'en parler, parce qu'on est très content. Pendant longtemps, on ne savait pas où étaient les négatifs de Nadja. De Jacques-André Boiffard, et ils viennent de rentrer en collection. Ils étaient dans une campagne, dans une cave encore jusqu'à l'année dernière, et donc c'est ça aussi honorer le surréalisme, et c'est de se dire que bon, c'est un peu fétichiser les images, mais c'est vrai que de se dire que ces images qui ont été faites maintenant il y a plus de presque bientôt 100 ans et qui ont suscité un tel imaginaire, ont été si productives et comment dire, ont contribué à l'aura du surréalisme, ont pu être retrouvées. Finalement, le paysan de Paris, même si dans ce texte Louis Aragon manifeste son goût et la passion des surréalistes pour les images, et bien finalement on ne le retrouve pas, et c'est plutôt dans le Nadja d'André Breton que l'on retrouve peut-être avec ces photographies qui sont dans un premier temps, je le rappelle, quand Nadja est publiée en 1928, les photographies sont publiées de manière anonyme. Elles viennent souligner des moments de la narration de Breton, des moments où Breton se dit qu'il n'y a plus besoin de description et la photographie finalement peut faire l'affaire. Et donc voilà, et donc c'est ce livre en 1928, on le retrouve dans la réception, que ce soit dans le cadre du surréalisme et puis dans le cadre de la photographie à cette époque-là, du livre de photographie. On voit comment il a été cet objet entre littérature et un peu hybride dans la littérature, a été que ce soit pour des para-surréalistes ou des gens qui ont navigué autour du mouvement, comment ça a été très important à ce moment-là. C'est une première partie où on est un peu dans dans tout ce que Aragon n'a pas pu faire. Il n'a pas fait Nadja. Il a eu, contrairement, tu citais par exemple Desnos, Perret, qui ont eu quand même de plus grandes, qui ont poursuivi un dialogue avec Man Ray, qui est peut-être le photographe surréaliste, notamment dans les années 20, très plébiscité par le groupe officiel. Aragon, finalement, n'a pas entamé d'échange non plus avec Man Ray, n'a pas écrit, contrairement à Desnos, n'a pas écrit, contrairement à René Crevel, qui, dès les premières expositions de Man Ray dans les années 20, vont accompagner de leur écrit, vraiment souligner l'apport indéniable et le fait que sa production, notamment le rayogramme qu'il invente en 1922, est une manifestation finalement des possibilités du surréalisme avec l'automatisme psychique. Mais finalement, Aragon, on ne le retrouve pas. Il faut attendre 1929. Alors, je vous ai montré les images les plus chastes, je n'ai pas osé. Voilà, donc 1929, donc cet ouvrage érotique réalisé aux éditions de la revue Variété, qui est une collaboration Man Ray, allez, on va dire Kiki de Montparnasse en modèle, et Benjamin Perret, ce livre qui alterne 4 photographies pornographiques et poèmes d'Aragon qui accompagnent en plus du texte de Perret. Et voilà un peu pour ce que j'ai pu retrouver en termes de liens, d'échanges, voilà, de manifestations d'Aragon par rapport à la photographie à ce moment-là. Alors là encore, on est plutôt dans les années 20, donc au moment où se développent les premières expériences d'un cinéma surréaliste. Donc pour évoquer ce cinéma, j'ai choisi de vous montrer des extraits de Man Ray et des extraits
de Buñuel. Je vais juste un tout petit peu les présenter avant. De manière très anecdotique, hein. On sait que c'est Man Ray qui a présenté Buñuel au groupe surréaliste, et sans doute peut-être Man Ray a-t-il été un peu chagriné du succès que rencontrera Buñuel auprès du groupe, alors qu'il avait ce travail qui était ce travail antérieur. Le travail de Man Ray, je vous les présente d'abord les deux, parce que j'aime bien justement cette comparaison entre les deux, et puis je vous montrerai un tout petit peu des extraits après. Ce qu'on voit là dans les extraits, enfin les quelques photogrammes que j'ai choisis, c'est effectivement, Man Ray se met en scène lui-même avec une caméra dans laquelle il a surimprimé un œil. C'est effectivement cette volonté donc, du cinéma qui enregistre le réel, hein. On est dans la première période qui met l'accent sur l'imaginaire, hein, sur aller au-delà du réel. Et donc effectivement, on a une technique d'enregistrement, et comment à partir de cette technique, on va pouvoir produire des formes qui ne sont pas simplement de l'enregistrement. Donc cette question du regard, hein, là on la retrouve aussi figurée par l'intermédiaire du visage de Kiki de Montparnasse, où effectivement c'est les yeux à l'intérieur des yeux, et c'est cette idée justement d'utiliser le médium cinématographique pour produire une forme poétique, hein, d'où le fait que j'ai intégré ici ce début, ce prologue ciné-poème. Alors néanmoins quand même, dans ces essais cinématographiques, Man Ray s'inscrit pleinement dans les mêmes préoccupations qu'on va retrouver chez les autres cinéastes d'avant-garde. On le sait, hein, dans les premiers films qui montraient, par exemple, qui utilisaient l'image par image pour montrer en accéléré la germination du haricot, avaient rencontré un immense succès auprès des avant-gardes, et où les films qui, par exemple, le retour au trucage, l'admiration qu'ils pouvaient avoir pour les films de Méliès ou pour les cinémas burlesques des premiers temps, c'est aussi le recours à ces trucages qui sont l'accéléré, la marche arrière, etc., etc., et que Man Ray va justement utiliser, hein, c'est ces formes qui sont des formes, on pourrait dire, archaïques, hein, de la machine cinématographique, et qui l'utilise à des fins poétiques. Et Buñuel, lui, va introduire, alors Buñuel, bien sûr, le film bénéficie d'un financement plus important, hein, que les expériences, en tout cas les premières expériences cinématographiques de Man Ray. Et Buñuel donc, va aussi poser cette question du regard, hein, c'est donc pour ça que j'ai choisi ce prologue, qui est le prologue du Chien andalou, hein, où par le rasoir, hein, il tranche l'œil de la jeune femme pour nous dire qu'il faut aller voir au-delà, hein, c'est vraiment ce regard transfiguré. Cependant, ce qu'amène Buñuel dans cette idée du regard transfiguré, c'est le montage, hein, ce que Man Ray ne faisait pas, puisque Man Ray finalement filme comme un amateur, hein, c'est-à-dire qu'il fait du filmé-monté, hein, ou presque, alors que là, il y a tout ce découpage, tout le récit est rendu possible par justement le montage, la succession des plans, hein. On a vraiment une suite narrative, un homme qui regarde la lune, qui a aiguisé son rasoir, et puis cette analogie, hein, analogie formelle entre le nuage qui traverse la lune et qui nous fait basculer donc du côté du monde imaginaire, du monde lunaire. Et la grande différence, même si le propos est comparable, on voit bien que la grande différence là avec Buñuel, c'est l'utilisation du montage. Alors, toujours dans cette petite présentation, puis après je ferai des courts extraits des films, c'est effectivement, vous le savez, cette présence du cinéma, Damarty se pose la question de la présence de la photographie dans les livres. Là, la présence du cinéma, elle est extrêmement forte dans les périodiques, et en particulier dans la Révolution surréaliste, puisqu'il y a la reproduction du scénario d'un Chien andalou, et il y aura, au moment de l'interdiction de l'âge d'or, toutes les pièces, hein, les pièces du procès qui seront également publiées. Donc, petit extrait, histoire de voir des images en mouvement. Alors, donc, juste que j'arrive à... Comment je fais pour baisser ça? Parce que je déteste ce petit dessous là. Comme ça. Voilà. Alors, donc, on va commencer avec Man Ray, ouais, et le retour à la raison, lequel tu penses? Le retour à la raison, c'est vraiment que de l'expérimental. Ouais, c'est juste les ombres. Ouais. Alors, ça c'est mieux.
Et on va prendre le MP4. Je suis pas sûre que, parce que j'ai récupéré des copies un peu. Ah oui, il y a du son. Et donc je mets plein écran. Est-ce que ça. Non. Alors. Ah, le vert en haut, ouais. Merci. Je vous montre juste des petits bouts. Hein. Je vais arrêter là. Donc on voit bien, c'est-à-dire qu'il y a la technique, le médium cinématographique, comment il travaille justement la question du médium en utilisant justement les photogrammes. Mais néanmoins, il y a quand même toujours cette question du réel. Hein, et la question du réel, on le voit là, donc c'est pour ça qu'il arrête, où il va filmer les lumières de la ville, hein, les lumières de la nuit. Les lumières qui se répercutent dans la nuit. Mais on voit bien comment il est sur le support et sur l'enregistrement. Alors que chez Buñuel, donc dans Le Chien andalou, hop. Donc là encore, je vais vous montrer juste le prologue, c'est le montage. Donc toujours l'idée, hein, c'est l'idée c'est ce réel, hein, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on peut justement l'interroger. Voilà, donc ça c'est une version qui est précieuse, puisqu'elle a été sonorisée en 1960 à partir des disques que Buñuel lui-même mettait lorsqu'il projetait le film. Et c'est ce qui permet aussi de se rendre compte du dispositif de projection. Hein. Par exemple, juste je vais mettre une petite pause, par exemple, on sait que Man Ray, dans un bal blanc, avait utilisé le projecteur pour projeter sur le corps des gens qui étaient habillés en blanc. Donc malheureusement, il y a tous ces dispositifs-là qu'on connaît mal, hein, comme je vous ai dit, il faut vraiment revenir au périodique, en espérant qu'il y a des comptes rendus dans la presse pour retrouver cette question des dispositifs qui vont donc au-delà des films, ou en tout cas qui envisagent le cinéma au sein d'un dispositif. Donc là, manifestement, on apprend grâce à ce générique que lorsque Buñuel montrait son film, il passait les disques en même temps. Donc vous imaginez, là j'enlève le disque, là j'accélère pour être sûr que ça marche, etc. Donc c'était pas l'orchestre Non, c'était des disques. C'était des disques. Donc l'autoportrait, hein, comme on avait dans le film de Man Ray également. Alors, il ne se passe rien si ce n'est le montage. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Voilà, mais c'était tout du faux. Voilà, donc effectivement, hein, cette question, donc là on est dans le corpus considéré comme le cinéma surréaliste, mais comme je l'ai suggéré, c'est-à-dire ce corpus, on peut aussi l'envisager différemment, donc déjà dans les rapports de comparaison de film à film,
pour voir qu'est-ce qui se dit dans ces films, d'une question manifeste, hein, puisqu'on peut les considérer comme des manifestes de la question du cinéma comme technique d'enregistrement du réel et ce qui en devient dans une forme poétique qui serait une forme poétique surréaliste. Donc il y a déjà cette question-là. Et puis il y a la question aussi du cinéma. Hein. Le cinéma, donc, contrairement aux livres, où les livres, effectivement, on les feuillette, on les regarde individuellement, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a déjà des expositions de photographie? Pas sûr. Hein. Tu veux dire dans les années 20. Il y a les toutes premières, elles sont de photographie moderne, c'est 28, 29. Voilà, donc on est à peu près à la même période. Et là, effectivement, le cinéma, c'est pas simplement la salle, c'est aussi, comme je vous dis, tout ce dispositif qui accompagne les films. Et pour l'instant, effectivement, le travail reste à faire. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Hop. Tu veux faire là-dedans Non, on va continuer. Ouais. Oui, bien sûr. Parce que dans le même rêve, il y a de la musique. Ouais. Qui est de la musique contemporaine, c'est le même rêve. Je pense pas, non, c'est plus tard. Et ça, c'est pareil, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout ce travail à faire d'identification des copies. Enfin, le problème, c'est ce que je vous disais dans l'introduction, c'est qu'on considère que le surréalisme, finalement, ne s'est que peu intéressé au cinéma et qu'il n'y aurait que 10 films à garder. Voilà, tout reste à faire. À toi, Damaris. Et pour la photographie, le travail, justement, grâce aux collections du Centre Pompidou, a déjà été fait très sérieusement depuis, comme tu disais, depuis les années 70. Oui, depuis les années 70, l'institution a rejoint finalement aussi l'engagement d'universitaires depuis les années 70, et ça c'est l'histoire qui est rentrée un peu dans, que l'institution a accepté aussi d'absorber et de faire bouger sa collection par rapport à tout le travail de production scientifique qui a été fait par les historiens et historiennes à partir des années 70. Peut-être c'est une bonne transition parce qu'on n'a pas expliqué pourquoi on parlait toutes les deux finalement, parce qu'un de nos points communs et sur les sujets sur lesquels on s'est réunis, c'est sur question d'engagement politique dans les années 20-30, à l'occasion notamment de photographie armes de classe. Alors, on va avancer, c'est un peu étonnant les images que je vais vous montrer, ça parle quand même de politique, ça fait un peu la transition entre ce surréalisme, alors voilà, là j'ai osé pas. Si ça vous gêne, je peux changer la page, et sinon vous me dites si c'est trop de rester, mais c'est intéressant parce que je remets quand même la première. C'est l'exposition coloniale internationale, reportage par Man Ray, Paris. C'est un album de 3 images. On a un exemplaire aujourd'hui dans les collections du Centre Pompidou qui était l'ancien exemplaire des Noailles financé Buñuel. Et Man Ray, en 1931, au moment de l'exposition coloniale, fait un reportage. Vous voyez bien que ce n'est pas un vrai reportage, c'est plutôt quelque chose de plus ironique. Et cet album, composé de 3 images, il va l'offrir. On connaît un exemplaire pour Edgar, un exemplaire pour Breton et un exemplaire pour Aragon. Qu'à l'époque de photographie armes de classe, on aurait voulu faire venir, mais il était déjà parti chez un collectionneur à Zagreb. Mais le collectionneur c'était l'exemplaire de Jean Lestat qui était passé en vente, je crois que chez Christie's. Mais à cette époque-là, le nouveau collectionneur avait quand même accepté de nous faire des reproductions et on avait pu, de manière virtuelle, un peu le présenter. Mais entre-temps, le Père Noël existe, on a pu faire rentrer un autre exemplaire, celui du vicomte de Noailles, de la vicomtesse de Noailles dans les collections. Et pendant longtemps, cet album, conservé par des exemplaires conservés par des personnes du noyau dur, on va dire, du surréalisme, interrogeait un peu, est-ce que c'était du simple rébut, voilà, une espèce de private joke entre surréalistes, et au fur et à mesure des recherches qu'on a pu faire, en partant de photographie armes de classe et en s'interrogeant de manière plus générale sur l'engagement des surréalistes contre le colonialisme, ça nous a permis de réintégrer cet objet un peu ovni, 3 photographies de Man Ray qui sont comme des photographies de résistance par rapport à ce fait colonial qui est encensé en 1931 un peu partout et contre lequel, à part l'extrême gauche, les communistes et les surréalistes, sont les seuls sur le plan, d'un point de vue politique, à manifester leur opposition.
Alors, il faut savoir que les surréalistes ont signé des pétitions. Ils ont toutefois engagé leurs camarades étrangers à ne pas signer les pétitions avec eux. C'est pour ça qu'on voit plutôt les noms des Parisiens. Et on suppose aussi que Man Ray n'a pas forcément signé. On sait qu'il est allé voir l'exposition coloniale, qu'il a voulu, on a une lettre à Lee Miller, qui est sa compagne de l'époque, où on lui raconte son regard très distancié par rapport à cette manifestation, ce Luna Park colonial, comme les appellent les surréalistes. Et ce qu'il propose, c'est finalement 3 images, alors où on retrouve l'identité de Man Ray, ce jeu avec les objets, des objets qui sont décontextualisés, qui est aussi qui est un peu son inscription dans le dadaïsme aussi, mais ce jeu avec les objets, finalement un ancrage, je ne sais pas ce que tu en penses, mais un ancrage un peu brut dans la réalité, même si ce sont des images qui sont complètement décontextualisées, mais qui finalement alors peut-être que je vous décris, c'est un peu encore des suppositions, parce que maintenant on n'a pas écrit sur ces 3 images, mais ici ce serait vraisemblablement une maquette de dioramas, ce sont les dioramas qu'on trouvait dans l'exposition coloniale, où vous étiez invité à voir comment on vivait dans la savane. On retrouve encore au Palais de la Porte Dorée. La question, alors peut-être que je vais aller ici en faisant des recherches, ici c'est une lampe qui est dans une agave ou une sorte de cactus, et qui est en fait au pied du pavillon de l'AEF. Et finalement, au lieu de photographier les monuments, ou je ne sais pas si vous avez en tête toutes les cartes postales qu'il y a de l'exposition coloniale et qui se diffusent et qui sont partout dans les magazines, lui photographie finalement en fait, c'est tout l'artifice qu'il photographie. C'est un peu des interprétations, mais voilà, c'est ce qui permet la lumière, de montrer l'artificialité de cet ensemble, comme avec le diorama. Et puis, cette origine du monde un peu particulière, et pour lequel la lecture qu'on peut faire, c'est à la fois cette violence, cette prétendue civilisation, cette critique du progrès qu'il y a chez les surréalistes, qui vient aussi signifier que le soi-disant, parce que le propos de l'exposition coloniale, c'est de dire que c'est l'apport du progrès dans les pays colonisés, et que l'exposition coloniale, c'est beaucoup de folklore, de très beaux spectacles, mais aussi c'était un marché pour vendre des nouveaux objets, frigo pour les colonies, sèche-cheveux, c'est dans ces moments particuliers, c'était un peu le genre de foire de Paris, et peut-être qu'il y a une critique aussi de Man Ray vis-à-vis de tout ce mercantilisme qui se déploie à l'exposition coloniale. Donc une manière de faire résistance, mais en même temps pour un cercle très restreint, c'était pas dans l'exposition contre la contre-exposition coloniale, c'était pas exposé là-bas, c'était destiné plutôt à, comme je l'ai dit, à un cercle plus restreint, mais qui manifeste quand même aussi cette tension peut-être qu'ont eu les surréalistes entre comment manifester cet engagement politique, tout en restant dans une liberté de création et tout ça. Et donc voilà, c'était un peu pour faire la transition avec ce qui se passe un petit peu plus franchement au moment de la scission que tu évoquais en introduction au sein du groupe surréaliste, et qui est vraiment aussi fondée par différentes manières d'envisager l'engagement politique. Et finalement, c'est à l'occasion de l'AEAR, de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, qui est créée en 1932, que finalement, là où je ne trouvais pas trop Aragon dans les années 20, c'est finalement son regard sur le rôle instrumental de la photographie se manifeste le plus. Donc très rapidement, pour l'AEAR, c'est cette association d'artistes et écrivains qui vont s'engager à partir de 1932, qui vont s'organiser par champs disciplinaires, la chorale, la gymnastique, le cinéma, la danse, et aussi le théâtre et la photographie, l'architecture aussi, la littérature. Et dans le cadre du cabinet photo, on s'est beaucoup intéressé à la section photographique, aux expositions qu'ils ont pu faire. Ils ne faisaient pas simplement des expositions, c'est aussi des sortes de masterclass, ou comme on dit, des ateliers où vous accompagnez les photographes amateurs ouvriers en travailler avec des photographes plus connus, les accompagner dans la pratique de la photographie.
Et ce qui nous a plus intéressé, ce qui nous a énormément intéressé, c'est une exposition en particulier qui s'appelle Documents de la vie sociale en 1935. Et à partir et là, Aragon, qui est, si dans mon souvenir, il est bien secrétaire de la section, ou il est dans l'AER, mais il est proche de la section, photographique avec Élie Lothar, et il va faire toute une. C'est très intéressant parce que c'est un des rares moments où on a son point de vue sur la photographie et ce que peut la photographie dans l'engagement politique. Et il fait un texte, notamment dans la revue Commune, qui s'appelle Un salon photographique, où il va un peu finalement distribuer, on peut dire, les bons et les mauvais points. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais par exemple, pour cette photographie de Murat Dumas, le besoin de commentaire d'une photo livrée directement sans trucage, sans montage, sans juxtaposition, plusieurs exposants l'ont éprouvé. Mais le titre n'est qu'un moyen, d'autres ont pensé s'en passer. Je vous laisse lire la suite, mais ce qui est intéressant dans tout ce texte où il commente la production photographique, c'est à la fois où il se dit, bon, les images toutes seules, même quand elles témoignent de bonnes intentions, eh bien, elles peuvent être détournées, elles manquent de sens. Et ça, c'est ce qui le taraude, on va dire, dans l'esthétique, dans cette esthétique engagée, c'est le fait qu'il faut que le sens soit beaucoup plus clair. Donc, Nora Dumas, par exemple, ça va, mais ça pourrait finalement aller dans les deux sens. Il est encore plus sympa avec Brassailles. Il dit tout d'abord Brassailles, dont la matrice est indéniable. Au fond, cela est terriblement d'après autre chose. Le cinéma américain, le film Georgie Colette, la vogue de l'avant-guerre. J'ai pensé à Paul Anegri devant les putains à coin de rue, bien que difforme qu'il a photographié. Il continue où il dit, bon, en fait, c'est très bien, mais c'est un peu du pittoresque tout ça. Ça ne permet pas de manifester un véritable engagement. Et pour Kartèche, il est un petit peu plus... il admet un peu plus... On voit déjà où il parle de cette question de... Il fait la différence entre la photo directe et la photo de montage, qui amène à cette question du photomontage qui pour lui l'intéresse plus. Et des gens comme Kartèche ou comme Henri Cartier-Bresson, ce sont ces photographes qui savent prélever dans le réel et faire des sortes de montages. Je vous montre un exemple. Alors, ça c'est un autre photographe, Élie Lothar, dont il apprécie finalement quand même la production photographique, plutôt au niveau du sujet, parce que là on est dans les sortes de zones en Espagne, donc dans ces quartiers pauvres, et donc le point de vue critique est assez clair. Et ici, c'est à propos d'Henri Cartier-Bresson, où voilà un peu ce sont ce type d'images de montage dans la photo directe. Ici, on a des policiers avec le mot sécurité derrière, et c'est ce qui vraiment l'intéresse dans le travail de Cartier-Bresson, cette manière, comme je l'ai dit, de prélever dans le réel et de faire sens. Et c'est là pour lui que la photographie a une véritable puissance. Et d'autres, je vais pas aller. Non, mais donc il y a le photomontage, on verra d'autres exemples avec Hortefeld, mais ici, ce qu'il appelle le montage avec Willy Ronis, ça, on travaille pour la guerre, en collant côte à côte deux épreuves de la même photo de cheminée d'usine, qui la seconde, placée horizontalement, prennent un étrange aspect de canon. Et là, on est très explicite au niveau du sens. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est une exposition de 35 dont il fait le compte-rendu dans Commune, et toi tu nous montres les photos qui étaient possiblement ou qui étaient exposées. C'est même, on les a finalement, là les images que je vous montre, on est quasiment sûr que c'est celle-ci qui était exposée. On a ce texte cet article d'Eugène Davy en 1935 qui nous a permis un peu de retrouver quelques images dans la revue Regard. Et en effet, c'est en lisant et en essayant d'interpréter, de regarder en même temps dans notre collection et dans les publications de l'époque, on a pu finalement identifier les photographies en question, parce qu'en effet, dans Commune, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Alors cette période donc, de l'engagement, en règle générale, justement, quand on lit les relations entre cinéma et surréalisme, ça s'arrête là. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus de cinéma surréaliste, alors qu'on oublie, il me semble, que le surréalisme, la deuxième partie de la révolution surréaliste, c'est le surréalisme au service de la révolution. Et donc cette question du politique, elle est vraiment très présente, à n'en pas douter, chez les surréalistes.
Alors certes, il y a la rupture avec Breton, mais il se trouve que dans Aragon, c'est ce qui va faire le lien entre ce que vient de relater Damaris, Aragon va être le directeur, le responsable de la première maison de la culture jamais créée en France, et probablement dans le monde aussi, en 1935, cette fameuse maison de la culture, qui, comme Damaris l'a évoqué, réunit en son sein donc, tout un tissu associatif et un tissu de personnalité. Et dans cette maison de la culture, on voit apparaître pour le cinéma une coopérative dont le nom est Ciné Liberté. Donc ça, c'est un article de 36, mais Ciné Liberté, c'est la dernière forme, on va dire la forme la plus institutionnalisée de la section cinéma de l'AER, qui au début était effectivement portée par quelques militants, et en particulier Georges Sadoul, et puis qui petit à petit, après les événements du 6 février 1934, a grossi et est devenue effectivement une section, une coopérative extrêmement importante, dynamique. Et comme Damaris l'a expliqué aussi, donc c'est un changement qui est vraiment lié à ce moment du Front populaire, où on a des professionnels, des artistes, qui se mettent au service des amateurs, ou les amateurs se mettent au service des professionnels, ça va dans les deux sens. Et effectivement, dans le cadre de cette production donc, coopérative, associant professionnels et amateurs, il va y avoir un grand nombre de films, des actualités, qui sont plutôt des faits filmés par les amateurs, ils vont sur les meetings, les manifestations, on va avoir des documentaires tout à fait construits, organisés, etc. Et plusieurs longs métrages, dont le fameux long métrage de Jean Renoir, La vie est à nous. Alors en regardant ces films, donc c'est un travail que j'ai pu mener et qui était tout à fait passionnant. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce corpus de films, et comme je vous ai dit, c'est parce que c'était dorénavant possible, puisque ces films avaient été numérisés, donc on pouvait y accéder, alors qu'auparavant, il y avait une copie qui était là, et les militants, de peur que le film soit abîmé à la projection, ne sortaient jamais les copies. Il y avait cette peur d'abîmer les copies, et puis il y avait aussi le peur de la saisie des copies, puisque il arrivait encore que la police descende quand elle savait qu'il y avait une projection et saisisse les copies. Donc il y a comme ça un certain nombre de films qu'on croyait perdus parce qu'ils avaient été saisis, et en particulier donc, ce fameux film de Jean Renoir qui s'appelle La vie est à nous. Longtemps on a cru le film perdu, c'est un film de 1936, et il est réapparu miraculeusement en 67, donc bien longtemps après, et c'est une copie qui est arrivée, qui avait été saisie, on ne sait pas comment, mais qui est arrivée dans la restitution des fonds, ce qu'on appelle les fonds de Moscou, où tout d'un coup il y a un certain nombre d'archives qui avaient été pris par les soviétiques, archives papier et aussi filmiques, et qui étaient revenues sur la France. Alors dans ces films, c'est effectivement l'autre versant du surréalisme, mais je vous ai dit, le surréalisme est aussi au service de la Révolution, et là on retrouve, donc ces deux photogrammes, on trouve justement au premier plan, donc le magazine populaire, c'est vraiment les films tournés par les amateurs, Louis Aragon et Georges Sadoul au premier plan, donc les autres personnalités, je ne les reconnais pas, mais c'est d'autres personnalités importantes du Front populaire. Derrière, on voit une affiche qui parle justement de ces pratiques associatives, camping, chorale, etc. Et puis un autre photogramme extrêmement important, donc, qui est tiré de La vie d'un homme, qui est un film qui a été fait en hommage à Paul Vaillant-Couturier, fondateur de l'AER et décédé. Et là, au premier plan, on retrouve donc Paul Vaillant-Couturier, Aragon et Léon Moussinac, avec ces manifestations absolument sublimes où on défile, vous imaginez, on défile avec la pancarte reproduisant des cartes, c'est une autre époque, et Victor Hugo, Jeanne Daby, donc les grands noms de la culture, du savoir et des arts. Et donc effectivement, Ciné Liberté a été vraiment un moment extrêmement structuré, extrêmement important, et qui certes est totalement effacé de tous les récits qu'on peut faire du surréalisme, alors qu'on va trouver en son sein des surréalistes, Aragon, le Sadoul, Lothar, on en a parlé, Pierre Munich, qui est le rédacteur en chef de Regard et qui est aussi un des membres du mouvement surréaliste. Donc voilà, donc, effectivement, on se pose la question de pourquoi effectivement, on a limité le cinéma surréaliste au cinéma des années 20, alors qu'il y a d'autres formes de pratiques cinématographiques portées par des surréalistes, d'anciens surréalistes certes, mais qui sont là inscrites dans la réalité politique dont ils sont les contemporains. Alors cette réalité politique, on va la retrouver avec les photographies et en particulier les photomontages. Alors,
Donc pour faire, on reprend un peu finalement, donc je vous ai dit un peu avec cette revue que fait Louis Aragon de l'exposition Un salon photographique en 1935, finalement il distribue les bons et les mauvais points et finalement on a l'impression qu'en écrivant il essaye de trouver quelle serait cette esthétique efficacement militante. Et il y a un artiste à cette époque-là qu'il célèbre, c'est la figure de John Herzfeld, qui est cet ancien dadaïste berlinois qui à l'époque en 1935 est exilé à Prague et auquel Aragon, à la Maison de la Culture, dédie une exposition en 1935 et qu'il prend finalement comme modèle comme modèle d'art militant, dont il célèbre à la fois dans une sorte ce qui est très intéressant chez Aragon, c'est qu'à la fois il revendique la filiation Dada, le cubisme, tout en louant finalement la modernité, la question du sens. Donc il est pétri de toutes ces cultures, hein, de toutes ces origines, même dans la manière dont il a cette lecture du travail d'Herzfeld. Donc Herzfeld, il est exposé en 1935 à Paris. Il est également très visible parce que ses photomontages qui dénoncent la situation en Allemagne, donc ici je vous montre quelques exemples, sont publiés dans des revues allemandes et finalement republiés les mêmes dans la revue Regard. On parlait de Pierre Uny qui était le rédacteur en chef. Donc cette revue Regard qui est un peu l'équivalent du magazine populaire mais pour la classe ouvrière, qui va abondamment recourir à la photographie, abondamment recourir à la critique cinématographique aussi, qui se veut le magazine illustré pour le peuple. Et donc on a de nombreuses revues du travail de nombreuses revues du travail d'Herzfeld et des publications d'Herzfeld. Et je voulais juste vous lire, parce que dans Photographie Art de classe, on a dédié une partie du catalogue à une sorte d'anthologie, et notamment les plus grands textes, c'est le texte d'Aragon, qu'on a republié, et notamment sur John Herzfeld. Je vous remonte encore d'autres exemples, et puis ici d'autres presque fini, c'est la partie. Donc je lis juste peut-être, je cite juste cette partie. John Herzfeld sait aujourd'hui saluer la beauté. Et si le visiteur qui parcourt l'exposition de la Maison de la Culture retrouve dans les photomontages des dernières années, dans ce fond chart au faux col gigantesque, dans cette vache qui se débite elle-même avec un couteau, dans le dialogue antisémite de deux échassiers, l'ombre ancienne de Dada, qu'il s'arrête à cette colombe embrochée sur une baïonnette devant le palais de la SDN, à cet arbre de Noël nazi, dont les branches se contournent en croix gammée. Et ce n'est pas le seul héritage de Dada qu'il trouvera, mais celui de toute la peinture des siècles. Il y a des natures mortes de Herzfeld, comme celle où une balance planche sous le poids d'un revolver, ou le portefeuille de von Papen, comme cet échafaudage de cartes hitlériennes qui me font invinciblement penser à Chardin. Ici, simplement, avec les moyens des ciseaux et du pot à colle, l'artiste a dépassé en réussite le meilleur de ce qu'avait tenté l'art moderne avec les cubistes, dans cette voie perdue du mystère dans le quotidien. De simples objets, comme jadis chez Cézanne, les pommes, et chez Picasso, la guitare. Mais ici, il y a en plus le sens. Et le sens n'a pas défiguré la beauté. John Herzfeld sait aujourd'hui saluer la beauté. Voilà, donc je n'ai pas fait de focus moi sur le montage au cinéma, mais on aurait pu bien sûr l'évoquer à partir du cinéma soviétique, mais voilà, ça sera pour une autre séance. Donc là, on va conclure avec justement l'après-seconde guerre, dans une partie qu'on a intitulée donc, Permanence de l'esprit surréaliste. Et c'est ça. Et très rapidement, ce qui est assez intéressant, c'est peut-être des images que vous avez vues peut-être soit dans l'exposition Corps à Corps que nous avions fait aussi au Centre Pompidou, ou c'est peut-être une image que vous avez vue sur la couverture d'une réédition d'Aurélien. Ce sont, là on revient à Man Ray, finalement il aurait eu un dialogue quand même avec Man Ray, c'est continu. Ce sont les photographies que Man Ray fait de l'inconnu, vous savez, de la noyée de la Seine, et qui vont accompagner la réédition d'Aurélien en 66, c'est ça,
je crois, dans les années 60. Et Man Ray, nous, donc voilà, dans les collections, on trouve les photographies qui ont servi au montage final. Finalement, Man Ray choisit de faire une sorte de photomontage aussi, qui donne encore plus de trouble à ce moule, hein, qui est presque vivante avec ce regard, et qui finalement nous dit qu'Aragon, on parlait de cette question de l'imaginaire, qu'Aragon finalement n'a pas complètement rompu avec cette forme du surréalisme, même après-guerre, avec cette commande à Man Ray. Et puis, parce que vous avez vu le film la semaine dernière, c'est ça, hein, avec Un masque à Paris, donc ce court film de Sarah Maldoror, qui est cette cinéaste d'origine guadeloupéenne, née dans le Gers, réalisatrice de films de l'indépendance, notamment en Afrique lusophone, compagne de Mario de Andrade, et qui commence par le théâtre, notamment dans une compagnie Les Griots, qui joue des pièces de Genet, très proche des groupes autour d'Aimé Césaire et de la question de la négritude, et qui a pris ce surnom, Maldoror, hein, et qui va voir Aragon. Et c'est moi un film que j'ai découvert lors de l'exposition Sarah Maldoror il y a quelques années, 2-3 ans, au Palais de Tokyo, et j'étais saisie en plus de la manière dont ça a été présenté, et de voir cet Aragon vieillissant rejouer le surréaliste, hein, qui lit finalement un poème, on ne sait pas exactement au début ce que c'est, et puis on se réalise que c'est une affiche, que c'est une affiche dans la rue, et qu'il déclame comme un poème, et en rappelant sa jeunesse finalement, et cet esprit finalement du surréalisme avec lequel il renoue. Donc on n'a pas les passages, mais... Juste parce que vous n'avez pas, là on voit un peu la pub Ricard là, sur la gauche. Là. Ah oui, en fait, le texte est d'abord fondé sur une lecture avec un accent anglais, on ne sait pas trop pourquoi, d'un texte de Jean Resta. En l'occurrence, il lit un long texte de Jean Resta, mais on ne sait pas non plus. Ouais. Et à un moment, il lit cette affiche qui est une affiche de pub dans cette espèce de rencontre. Là, on est rue de Varennes, appartement qui, on n'est pas à la maison Aragon, à Saint-Arnaud, on est dans l'appartement parisien rue de Varennes dont ils étaient locataires. Et c'était devenu une espèce de grand photomontage, on voit derrière, partout là. Et à un moment, il y a une espèce de. Donc, il y a des choses très variées d'ailleurs dans ce photomontage, ça peut être Giacometti, une carte postale, une photo, n'importe quoi. Et là, en l'occurrence, il y a une petite pub un peu ancienne, et il dit, à un moment, il la lit de manière très sentencieuse, il dit, ça, dans les années 20, avec Breton, on aurait signé ça tout de suite comme trad surréaliste immédiatement. Par exemple, il y a des scènes, c'est un film assez drôle, par exemple. Oui, puis il y a cette mise en scène avec le masque, hein, c'est pour ça que le lien aussi avec la noyée de la Seine est assez saisissant également. Alors, donc, je vais conclure avec le cinéma. Donc, le cinéma survenu moins plus près de la guerre, puisque Sadoul sera très proche d'Aragon dans la résistance des écrivains, et en particulier, il n'y a pas que Sadoul, il y a aussi René Blech, qui était le secrétaire de la Maison de la Culture, qui ils vont donc faire que dans les lettres françaises résistantes apparaît une partie dédiée au cinéma qui est l'écran français. Et effectivement, on va retrouver donc dans ce monde d'écrivains, hein, autour d'Aragon, à chaque fois un auteur qui parle de cinéma, qui est Georges Sadoul. Et on voit bien, hein, comment parmi ces personnalités tout à fait reconnues comme des écrivains importants et fameux, eh bien, il y a toujours cette place qui est accordée au cinéma. Alors cette place accordée au cinéma, et en particulier au cinéma surréaliste, Sadoul va s'occuper finalement à la pérenniser à sa manière, puisque par exemple, là je vous ai mis un numéro de 48 de la revue Ciné Club, dont il est c'est la revue donc, de la Fédération française des ciné-clubs, dont il est le secrétaire général. Et il y a un numéro entier qui est dédié au cinéma surréaliste, 1948, et il y aura également un numéro entier qui sera dédié aux frères Prévert. Cette familiarité, enfin cette présence du cinéma par l'intermédiaire de Sadoul avec Aragon, on la retrouve aussi dans le fait qu'à un moment donné, donc l'écran français
va être obligé d'interrompre sa publication pour question de faillite, et l'écran français sera accueilli un court temps, hein, ça ne va pas durer très longtemps, mais au sein des lettres françaises avec Georges Sadoul comme rédacteur en chef. Donc d'une certaine manière, on voit dans l'après-guerre que le surréalisme est toujours, hein, la relation du surréalisme avec le cinéma est toujours très présente, en tous les cas parmi les auteurs du cinéma français, hein, même si Prévert a abandonné le cinéma, néanmoins, ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont amené, perdure, traverse le cinéma. À tel point qu'on va retrouver, par contre, une nouvelle génération qui, eux, ne sont plus du côté d'Aragon, mais sont du côté de Breton. Et en particulier, cette nouvelle génération, c'est Ado Kirou, Robert Benigni ou Gérard Legrand, qui seront également donc, des critiques. Hein, je vous ai dit, il faut penser les relations entre le cinéma et le surréalisme aussi avec la critique. Donc ils sont critiques, ils vont en particulier écrire dans Positif et publient à cette époque-là, on est dans les années 53-57, hein, donc c'est comme un changement de génération qui s'opère, hein, sur cette question du surréalisme et du cinéma, et ils vont publier les premières anthologies, en tout cas des textes qui parlent de cette relation entre le surréalisme et le cinéma, et ils vont tirer cette compréhension du côté de l'érotisme. Donc là, il y a une vraie question qu'on peut poser. Est-ce que d'avoir amené ça du côté de l'érotisme, donc du côté de la subversion du corps nu, du désir, de la sexualité, est-ce que ça n'a pas fait écran, d'une certaine manière, à la question du politique, hein, qu'on a pu voir dans la. Donc c'est les premiers ouvrages finalement qui tentent de faire la synthèse de ça. On retrouve également, donc là, 65, Sadoul écrit un texte fameux qui s'appelle Souvenir d'un témoin dans ses numéros sur le cinéma du surréalisme. On a les premières anthologies aussi sous la direction de Alain et Odette Virmaux. Le numéro de Une usine en 2003, donc, ça traverse encore hein, jusqu'à aujourd'hui. Et cependant, il y a un champ aveugle qui pour l'instant n'a pas du tout été étudié. Et donc c'est l'importance de retourner au texte critique, c'est qu'il y a des revues qui sont des revues surréalistes, hein, de ce qu'on appelle le second surréalisme, dans lequel, et qu'il faudrait donc dépouiller, dans lequel il y a des textes sur le cinéma, et en particulier donc Brunius, qui est un surréaliste historique, écrit sur le cinéma, je crois que c'est dans Bif ou dans Medium. Et dans ces revues également, on sait, donc vraiment, il y a tout un travail de dépouillement à opérer, on sait qu'il y a aussi des photographies de Man Ray. Donc c'est toute cette partie donc, du second surréalisme, plutôt du côté de Breton et non pas du côté d'Aragon, mais en tous les cas qui montre qu'il y a toujours une permanence du surréalisme dans le cinéma. Voilà. Donc des années 20 jusqu'aux années 66. On a fini. C'était un peu un tour de force, merci beaucoup. Si vous avez des questions, des idées, on a fait un panorama, merci, bravo. C'était passionnant à faire. En plus, c'est pas une synthèse vraiment, parce qu'une synthèse, on reprend tous les travaux existants là, vous avez mis de votre personne, c'est-à-dire qu'il y a... on est un peu des pionnières sur ces questions. Voilà, c'est ça. La nouvelle génération, pas les pionniers. Donc, non, c'est un exercice difficile parce que c'est pas juste... on se pose des questions. Ouais. On continue à interroger. Voilà. Peut-être moi j'en ai une parce que dans les échanges préalables, ça porte sur cette remarque prosopographique en quelque sorte que je n'avais pas vue, qui disait que parmi ceux qui rompent, donc au début des années 30, la place de ceux qui sont intéressés par le cinéma semble plus importante. Effectivement, dans ceux qui rompent, c'est Aragon, Sadoul, Prévert, Munich, Buñuel, qui sont tous des gens de cinéma. Donc c'est à interroger, il y a un rapport aux images, en tous les cas, qui diffère entre ceux qui seront donc du côté d'Aragon, enfin en tout cas ce rapport à l'image et à l'image engagée, la question du réalisme et du surréalisme, et puis ceux qui par contre resteront avec Breton dans les années 30. Il y a Benjamin Perret qui reste, mais en même temps, Benjamin Perret, c'est curieux parce que Benjamin Perret, comme je vous ai dit, donc, il est critique cinématographique à l'humanité, il va s'engager dans la guerre d'Espagne. Or, on sait que les films espagnols de Ciné Liberté, ils sont réalisés, donc il y en a un par Henri Cartier-Bresson avec un texte de Sadoul, et ils sont réalisés avec l'aide de Buñuel qui est en Espagne. Donc là encore, on peut se poser des questions sur qu'en est-il du politique avec les Bretoniens et les Aragoniens, donc c'est encore plus compliqué.
Donc cette question, effectivement, c'est la question du réel, de l'imaginaire et du politique, qui peut-être se joue dans la pensée des images. J'avais une question un peu de même nature sur la photo. Dans quelle mesure vous avez montré les unes de regard avec Artfield? Est-ce que, comme c'est un journal de photos regard, est-ce que si on fait la série de toutes les photos de regard, est-ce qu'il y en a, à votre avis, qui sont marquées par des approches, des manières ou des traces d'approches surréalistes, où on est complètement dans un réalisme photographique, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui reste, enfin qui reste, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire des manières, des angles de vue, des façons de traiter l'image qui ont quelque chose à voir avec le surréalisme ou pas? Alors j'essaie de me refaire défiler la plupart des unes de regard. Je dirais que l'influence visuelle, elle est beaucoup plus large que le surréalisme à l'époque, et surtout, ça tient en fait on parle pas d'une revue, on parle d'un magazine qui est édité à des milliers, ça ferait vibrer des chefs de rédaction aujourd'hui, mais on parle de plusieurs milliers d'exemplaires, et il y a véritablement, j'ai toujours en tête une photo de Brassailles autour d'un kiosque dans les années 30, mais la production de magazines, de quotidiens, et l'idée c'est d'exister parmi ce paysage visuel de magazines. Donc j'ai l'impression que alors on cherche encore, il y a des noms qui sortent, mais on ne sait pas encore exactement qui faisait les maquettes, comment se faisait toute la chaîne de travail, notamment visuelle. Mais le souci d'abord, c'est déjà d'exister visuellement. Donc bien sûr, il y a des influences, mais ça va plutôt venir de la presse illustrée, de ce qui se passe dans le modernisme, plutôt ce qui se passe en Russie soviétique. On prend par exemple l'exemple sur les URSS en construction, et on va prendre le type de composition dynamique pour faire exister. Mais finalement, en effet, peut-être que ces photomontages d'Hurtfield, qui, comme le dit Aragon, ont cette influence du papier collé, de Dada, c'est peut-être ces couvertures qui ont plus à faire avec le surréalisme, puisque les surréalistes ont très peu parlé de leur pratique du photomontage ou du collage, mais c'est présent tout le temps. Et on a même dans les collections, nous, on a quelques exemples de photomontage de Suzanne Musard, d'Éluard et de Breton, qui sont des pages découpées de vues ou de regards, on ne sait pas encore, mais plutôt de vues, donc ils découpent dans du magazine illustré pour en refaire des photomontages. Donc il y a vraiment, on ne sait pas si c'est les surréalistes qui s'apprennent de la culture visuelle du magazine, ou si on commence à s'interpénétrer, mais il y a vraiment en effet un dialogue, mais plus en effet peut-être dans le montage, dans cette question du photomontage. De toute façon, vous avez dit l'humour. La question du collage chez Aragon, elle est évidemment décisive. Donc là, on voit bien, c'est des échos qu'on peut retrouver dans tout ce que vous avez dit. Ça, je comprends. C'était donc très clair. C'est une perspective qui est quand même assez, il faut le dire, qui est quand même assez nouvelle, d'associer photographie et cinéma, d'envisager ça sur une longue période en plus. Oui, on est toujours dans des champs d'études à chaque fois un peu séparés. On essaye de se rejoindre. Pour les années 20, j'ai l'impression que c'est finalement un terrain propice pour se rejoindre, puisque c'est les mêmes personnes. Peut-être par exemple, moi qui ai travaillé sur Élie Lothar, pour moi c'est un cinéaste contrarié. C'est quelqu'un qui fait de la photo parce qu'il ne peut pas faire du cinéma. Et on est beaucoup, la même chose pour Henri Cartier-Bresson, donc on est forcément un peu pour cette période un peu plus facilement invité, pour peu qu'on passe les fois, à dialoguer. Jusqu'à quel point le passé surréaliste de Sardou l'influence sa critique du cinéma? Alors, ça, c'est une très bonne question. Elle l'influence, puisque dans les textes critiques, il va s'autoriser des sorties qui sont parfois des sorties un peu énormes. Par exemple, lorsqu'il parle de Yul Brynner et donc du film
sur l'Égypte, là, Pharaon, il dit un chauve en contreplaqué. Donc, il s'autorise ce type d'humour hein, dans beaucoup d'articles, hein, des jeux de mots, des sorties, des formules. Ça c'est vraiment très présent dans son écriture. Ouais. Et puis je pense qu'après, son goût, son soutien à la jeunesse est quelque chose qui vient aussi de cette jeunesse surréaliste. Hein. On en a parlé, le soutien immédiat à la nouvelle vague, hein, qui a un soutien à la fois critique, mais aussi un soutien institutionnel, puisque Sadoul est devenu une personnalité qui est présente dans nombre de prix à Cannes ou ailleurs, au prix Louis Deluc, etc. Et on a des correspondances avec le tout jeune Chabrol ou le tout jeune Truffaut, où effectivement il les parraine, hein, il les introduit, il s'occupe qu'ils aient des prix, etc. Et puis surtout, alors on n'en a pas parlé, mais cette influence du surréalisme, on va la retrouver. Il y a un film de Agnès Varda qui est l'opéra Mouffe, où elle se réfère très explicitement à l'univers visuel du surréalisme, photographique et cinématographique. Et il y a un lien assez fort entre Sadoul et Varda, puisque lorsque Varda projette du côté de la côte à Cannes, dans une salle privée, elle a invité André Bazin et Georges Sadoul, et ils sont tous les deux là pour soutenir par la presse, etc., son travail. Voilà, donc c'est une personnalité qui a souffert, hein, Sadoul, d'un espèce d'a priori le stalinien, hein, bien plus compliqué là encore, et surtout bien plus riche que ce qui avait pu être dit sur lui. Donc je vous engage à découvrir nos ouvrages. Juste un petit mot avant que vous partiez. D'abord, un grand merci donc à tous deux pour cette belle soirée très riche que vous nous avez offerte. Donc grâce à vous, grâce à la maison, on pourra remettre tout cela en ligne si vous voulez revoir tout ça sur la chaîne YouTube de la Maison Aragon. Et vous dire aussi que la Maison Aragon est fermée en ce moment pour deux raisons. D'une part parce que nous sommes en décembre, et qu'on finira en décembre. D'autre part surtout parce qu'on a été victime d'une inondation assez brutale à l'octobre. Et que le 18 décembre prochain, donc mercredi 18 décembre prochain, on organisera une soirée de solidarité pour la maison, au cours de laquelle seront vendus rien de ce qui appartient patrimonialement à la maison, rassurez-vous, mais simplement il se trouve qu'on devait faire 2 jours après l'inondation, donc on avait prévu de longue date de fêter le 30e anniversaire de l'ouverture de la maison au public, et on avait choisi de mettre la focale sur l'art contemporain, parce que la maison, elle est figée dans le temps en quelque sorte. C'est une maison telle qu'on peut la visiter, telle qu'elle a été habitée par le couple Aragon et Elsa Triboulet, etc. D'ailleurs, ils sont enterrés dans le parc à proximité. Mais il y a une partie qui a été aménagée, qui permet d'organiser des expositions d'art contemporain, ce qu'on fait depuis le départ, depuis 1994. Et donc, ça fait au total plus de 100 artistes qui ont été exposés dans cette maison. Et donc, on devait fêter ça avec eux et avec elles 2 jours après cette inondation. Donc, quand on leur a dit de ne pas venir, parce qu'on allait devoir annuler la fête, voilà, eh bien, beaucoup d'entre eux nous ont dit comment vous aider, et donc ils nous ont offert des œuvres pour qu'elles soient vendues. Donc le 18 décembre, mercredi 18 décembre, on aura donc cette vente aux enchères de ces œuvres à Paris, à l'espace Niemeyer, place du Colonel Favre, 19e arrondissement. Et après, à 20h30, on poursuivra par une soirée partie plus culturelle, avec des lectures de textes d'Elsa Triboulet par Ariane Ascaride, et des lectures de textes d'Aragon par François Martouret. Et il y aura aussi Eric Orsena, Bernard Lavillier, un certain nombre d'amis de la maison d'Autissant. Et je profite pour saluer Sarah Fratini, qui est une des artistes qui nous a fait un don d'œuvre, et je remercie sa présence. Voilà, merci à tous, peut-être au 18, et à bientôt.